Alors, bienvenue, chers auditeurs, bienvenue au balado technopédagogique à Pop Placotte. Donc, par nos 4 épisodes là, à la thématique particulière, on souhaite vraiment analyser les impacts de l'utilisation du numérique dans les pratiques professionnelles, ainsi là, que réfléchir sur les rôles des intervenants et des intervenantes dans cette transition numérique. Pour passer les prochaines minutes avec nous, ici Lisa Marie et Karel, technopédagogues à la POP, qui animeront votre balado technopédagogique. À l'épisode d'aujourd'hui, pour traiter du sujet du jour, qu'est les réseaux sociaux et l'enseignement, nous accueillons un invité, Gabriel Dumouchel, chargé de cours à l'Université du Québec à Chicoutimi en technopédagogie. Bonjour Gabriel. Bonjour, bonjour. Bienvenue Gabriel et merci pour votre participation au balado aujourd'hui. Au Québec, il y a 83% des adultes qui utilisent au moins un réseau social, alors que pour les jeunes et les jeunes adultes, il y a 98% d'utilisateurs. Donc, on voit que c'est quand même beaucoup là, pour que la clientèle plus jeunesse. Ça, c'est une statistique qui sort là, de l'usage des médias sociaux au Québec de Net Tendance, là, une statistique de 2018 et du CEFRIO en 2019. Par les médias sociaux, là, on entend les plateformes en ligne ou applications mobiles qui permettent la communication et la collaboration grâce à la création et l'échange de contenu que produisent les usagers du réseau. Donc, ça reste un grand éventail d'outils là, à notre disposition. Mais prenons des exemples. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme des réseaux sociaux? Donc, par réseaux sociaux, on entend Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, Snapchat, TikTok, etc. Depuis l'apparition des réseaux sociaux, on voit tranquillement leur implantation au sein des cours, que ça soit intégré vraiment par le personnel enseignant dans leur planification ou par les élèves qui l'utilisent de manière illégale, si je peux dire entre guillemets. Et il y a d'autres personnes qui les utilisent de manière plus personnelle pour représenter leur vie professionnelle. Donc, par exemple, sur TikTok, l'application En Vogue, il y a 35,5 millions de vues pour les vidéos avec le hashtag enseignant. Certains vont raconter leur vie d'enseignant, d'autres vont donner des leçons de grammaire, d'autres des conseils pour régler les problèmes mentaux et personnels des élèves, d'autres rigolent et imitent des enseignants. Donc, voici quelques exemples de ce qu'on retrouve sur des vidéos TikTok. Moi, qu'est-ce que j'ai été vraiment étonné, c'est que quand je donnais des charges de cours il y a quelques années à l'Université du Québec à Chicoutimi et aussi à l'UQO Saint-Jérôme, et je constatais que plusieurs étudiants suivaient des enseignants qui étaient sur YouTube, qui étaient sur Facebook, qui étaient sur Instagram, qui étaient sur, en tout cas, ils étaient sur multiplateformes. Pour eux, c'était comme des piliers, c'était des modèles. Ils suivaient leur présentation dans des vidéos, voici ce que je fais en classe. Leur matériel était aussi partagé. Donc, je voyais qu'il y avait moi, j'ai commencé à gratter là-dessus, puis je me suis dit, on dirait qu'il y a comme des enseignants influenceurs. Puis, il y a des étudiants parce que moi, j'ai fait des activités là-dessus, puis ils ont décidé de se présenter en tant qu'influenseignante. Donc, en fait, un jeu de mots. Moi, je trouve ça super drôle. Et donc, ils sont à l'aise et intéressés, la majorité, de suivre donc ces enseignants-là qui sont sur les médias sociaux. Mais eux-mêmes, en tant que nouveaux enseignants, ils sont pas encore sur le terrain, ils veulent pas tout de suite une fenêtre professionnelle de produire leur propre contenu. Il y en a pas beaucoup qui sont prêts à faire ça. Il y en a, j'en ai vu, là, ils sont tout de suite en train de faire des vidéos TikTok, des YouTube, toutes sortes de choses vraiment complètement flyées, là, mais la majorité vont beaucoup les suivent avant le bac. C'est ça qui est fou. On dirait qu'ils connaissent déjà avant. Ils arrivent dans le bac et ils connaissent encore plus parce qu'ils se parlent. Et ils se disent, ben oui, dans les cours au baccalauréat, on a tel livre qu'il faut lire, telle chose. Mais ensuite, ils vont beaucoup vouloir, moi je pourrais dire ça, du feedback du terrain. Le terrain, c'est ça qui les intéresse beaucoup, parce que c'est sûr qu'il y a comme un écart entre le monde universitaire puis l'école primaire ou secondaire ou, admettons, enseignement professionnel ou formation générale des adultes. Il y a tout un fossé. Donc, eux, ils sont très intéressés par le fait qu'ils peuvent enfin avoir de l'information comme ça. Parce que moi, admettons, quand j'ai fait mon baccalauréat, c'était pas facile d'avoir du feedback du terrain. J'ai fait ça à la fin des années 90.
Et il y en avait pas, tu sais, il y avait pas des gens qui étaient sur les médias sociaux, puis il n'y avait pas vraiment de médias sociaux déjà, donc c'était pas très facile on attendait les stages avec impatience et c'était beaucoup ça passe ou ça casse. Mais là maintenant, c'est comme si les écoles existaient à l'extérieur des écoles. C'est pas juste la presse ou Radio-Canada qui va annoncer il y a eu telle problématique dans les écoles ou telle réussite. Ça va être carrément les enseignants qui vont prendre les médias sociaux pour se faire un porte-voix de l'école pour dire voici ce qui arrive, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien. Donc moi je trouve qu'il y a un impact qui est positif pour préparer un petit peu mieux les futurs enseignants parce qu'ils savent qu'est-ce qui se passe vraiment, pas juste quand ça va être les stages ou juste qu'est-ce qu'on a dans les livres ou qu'est-ce que les professeurs des universités vont leur dire, qu'est-ce qui se passe. Donc il y a vraiment c'est presque en temps réel. Quand il y a des comment je pourrais appeler ça des problématiques assez graves dans les écoles, ils sont mis au courant très rapidement. Ça se propage vite. Ils sont connectés avec ça. Puis déjà, la majorité de mes futurs enseignants sont sur les médias sociaux. Ils sont très très rares ceux qui me disent moi monsieur, je suis pas sur Facebook, je suis pas sur Twitter, je suis pas sur Instagram, je suis pas sur TikTok, je suis rien du tout. Je veux pas aller là-dedans, je veux pas avoir une identité numérique là-dessus. Donc il y en a qui sont très conscients qui veulent pas laisser de traces, qui veulent avoir aussi la paix, parce qu'on va appeler ça la paix numérique, de pas tout le temps être sur les médias sociaux. Donc, il y a un impact aussi là-dessus. C'est un choix à faire. Est-ce que vous voulez suivre, écouter les gens ou partager ou participer ou vraiment juste, il y en a qui sont constamment là-dessus, il y en a qui sont le moitié-moitié, d'autres qui s'enlèvent complètement. Mais c'est vraiment une minorité qui veut pas toucher à ça du tout. On voit en général que les réseaux sociaux sont davantage utilisés au primaire et au secondaire, mais qu'en est-il du collégial? Sont-ils utilisés ou devraient-ils être utilisés? Comment devraient-ils l'être? Ce sont des questions qu'on va tenter de répondre au cours de notre discussion. Ceci est un extrait de l'épisode APOP Placote, les réseaux sociaux en enseignement, une présentation de l'APOP. Si vous désirez entendre la suite du balado et poursuivre la réflexion avec notre invité sur l'impact du numérique dans les pratiques professionnelles et sur les rôles des intervenants et intervenantes, ainsi qu'avoir accès au contenu intégral et exclusif, devenez membre. Pour vérifier si votre établissement est membre, vous pouvez vous rendre sur le portail APOP au apop.qc.ca en utilisant l'onglet Fonds collectif de perfectionnement sous Enseignement supérieur. Bonne écoute!